Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois. Cette semaine, je suis super contente de recevoir Brian, un Américain qui a une histoire d'amour avec le français. Il va vous expliquer ça. Juste pour vous mettre en contexte un peu, j'ai rencontré Brian quand il a participé au bêta de ma grande formation Comprendre les Québécois. Donc, j'étais super contente de le revoir, de voir où est-ce qu'il en est rendu dans son apprentissage du québécois. Puis restez jusqu'à la fin parce que Brian nous donne une panoplie de ressources super intéressantes, super bien faites pour apprendre le québécois. Bonjour Brian, merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'entrevue avec moi, c'est très gentil, j'apprécie. Merci beaucoup de m'avoir demandé de faire, Geneviève. Ça me fait plaisir. Je sais que tu es un peu réticent, fait que tu es en train de dépasser une barrière. Oui, je relève un petit défi parce que j'ai un peu peur de me présenter devant les gens qui peuvent regarder ces vidéos en public. Donc, je me suis dit que ce serait une belle occasion de faire ça. C'est un beau défi pour toi, puis je pense que ça va être très bénéfique pour les gens ben, pour l'auditoire de ma chaîne. Dans le fond, je pense que j'ai déjà fait une entrevue avec un hispanophone. La semaine dernière, j'ai fait une entrevue avec une lusophone, donc une brésilienne qui parle portugais. Un anglophone, j'avais pas encore interviewé un anglophone, fait que je pense que c'est très pertinent pour les gens sur ma chaîne. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté. Première question, peux-tu nous parler un peu de toi? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr. J'ai 34 ans, j'habite à Washington, D.C. avec ma blonde Laura et notre petit chien Pépin qu'on vient d'adopter pendant le confinement. OK. Et je suis programmeur en informatique. Je viens de Saint Louis, dans le Missouri, dans le Midwest des États-Unis. Et on a déménagé ici à Washington il y a 3 ans pour la job de Laura. Et je suis l'aîné de quatre enfants. J'ai deux frères et une sœur. La moitié d'eux habitent toujours à Saint-Louis. Et j'ai mon frère qui est 2 ans de moins que moi, qui habite en fait dans le même quartier à Washington. Donc c'est cool de Ben pouvoir oui. passer beaucoup de temps avec lui. Et je pense que c'est tout en résumé. Super. Tu as une histoire très, très intéressante, toi, avec l'apprentissage du français. Donc, peux-tu expliquer aux gens d'où vient ton intérêt pour la langue française? Oui, en fait, ma grand-mère, de côté de ma mère, elle est née en Ontario dans une famille francophone, un village qui s'appelle Sturgeon Falls. Et donc, elle a passé son héritage de l'intérêt du français à ses trois filles, dont ma mère. Donc, ma mère et ses deux tantes se sont spécialisées en littérature française à l'université. Et en fait, ils sont allés à l'université en Ontario à Queen's College, non, euh, Université Queen's à Kingston. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Et ma tante et ma mère ont déjà été des profs de français pendant des bouts. Donc, je viens d'une famille francophile, on peut dire. Donc, quand j'étais au secondaire et on a dû choisir une deuxième langue à apprendre, moi et tous mes frères et sœurs ont choisi le français. Génial, c'est cool. Donc, tu l'as appris un peu à l'école secondaire. Est-ce que tu as continué plus tard avec d'autres types de cours? Oui, j'ai continué à l'université. J'ai fait un semestre à l'étranger en France, à Lyon, dans une école d'ingénieurs. Et en plus, j'ai fait un séjour au Québec en 2010 OK. avec le programme Woofing. C'est un Mhm. échange dans des fermes biologiques. Donc, j'ai passé l'été dans trois fermes biologiques au Québec. Dans quelle région? C'était principalement dans les cantons de l'Est et aussi en Mauricie. OK, c'est bien cool. J'ai fait du woofing aussi. Je suis allée en Irlande. Ah, OK. Ouais, ouais. Ah, génial, je savais pas. Donc, tu as appris ton français aux États-Unis, dans la concentration français. Tu as fait un stage en Europe, puis là, tu es venu au Québec aussi. Ça a été quoi ta première réaction quand tu as entendu l'accent du Québec? Est-ce que tu avais entendu l'accent de la France avant ou vu que ta mère est un peu d'origine
canadienne-française. Est-ce que tu avais déjà entendu l'accent du Québec avant l'accent de la France? En fait, je pense que la première fois que j'ai entendu l'accent québécois, c'était quand j'étais à Lyon, en France, parce qu'il y avait d'autres étudiants d'échange qui venaient du Québec. OK. Notamment, je me souviens d'un gars qui venait de la Gaspésie et qui faisait Et de la plongée. Je me rappelle qu'il avait son maillot, comment ça s'appelle, panoplie ou son maillot protecteur. une combinaison. Une combinaison pour l'eau froide. OK. Oui, donc ça, c'était la première fois. Euh, et à part ça, j'ai commencé à découvrir les médias québécoises, la radio, le Radio-Canada. Et puis, oui, c'était quand... en fait, ma famille a fait aussi une vacance en 2008 pour le 400e anniversaire de la ville de Québec. Mhm. Et on a fait les chutes de Niagara, Toronto, Montréal, Québec. Donc, 2008, c'était en fait la première fois qu'on était allé au Québec. Puis est-ce que ça t'a surpris la différence d'accent ou tu étais déjà bien préparé? Ça m'a un peu fasciné. Je trouvais, j'aimais beaucoup le son et et l'accent. OK, Oui, super. mais ça m'a aussi découragé parce que comme j'avais appris le français de France, j'ai trouvé que j'ai capté comme 60-70% de quand les gens de Canada parlaient. Et Mhm. ça m'a découragé. Et je me suis dit, je vais me lancer un défi, je vais essayer de mieux comprendre le français québécois. Tu l'as relevé avec brio. Même dans ton accent, j'entends certains mots du Québec. Tu as dit un chum, mon char. Donc, tu es déjà en train d'en intégrer beaucoup dans ton propre vocabulaire. Oui, je fais un effort parce que j'aime bien faire ça. Et en plus, tout le contenu de français que j'écoute en ce moment, c'est du québécois. Donc, j'essaie d'imiter et tout ça. Mais c'est un peu bizarre parce que il y a pas beaucoup de Québécois autour de moi en présentiel en ce moment. Je fais partie d'un groupe de Français ici à Washington, mais ce sont les Français, les Belges Des donc, Européens plus. les Européens ils se moquent un peu de l'accent québécois. Donc, et je suis américain. Et je me souviens que quand je faisais du woofing, je parlais au père de la famille d'accueil Mhm. de la première ferme et je lui ai dit euh, je- est-ce que je devrais prendre un accent québécois, un accent français, vu que j'ai appris avec l'accent français? Il dit mais t'as un accent américain, on s'en fout. Vu de même. Ah, c'est très drôle. En tout cas, pour répondre un peu à ta question, moi, comme Québécoise, ça me fait toujours tellement plaisir, sans nécessairement que les étrangers essaient d'imiter l'accent, parce que des fois, on peut tomber dans la caricature, puis bon, Il y a ça ça peut aussi, être un oui. peu exagéré, Ouais. mais d'entendre un étranger qui fait l'effort d'intégrer des mots puis des expressions québécoises, personnellement, ça me fait vraiment plaisir. Donc, puis je pense que je suis pas la seule, là, fait que, en tout cas, je t'encourage à continuer d'intégrer ces mots-là. Est-ce que tu as une expression québécoise que tu aimes particulièrement, que tu as trouvé drôle ou sympathique ou bizarre? J'ai réfléchi à ça et je pense que c'est ah ouais, ah ouais, ah ouais, Ah ouais! ah ouais. Aussi, t'es donc ben fin. J'aime bien être donc ben et fin, fine, parce que ça sonne bon. Ah, ah. Pour expliquer un peu aux gens, ah ouais, c'est la façon québécoise de dire envoie, c'est le verbe envoyer, puis c'est notre let's go en québécois. Ah ouais, vas-y, go! Puis c'est quoi l'autre que t'as dit donc t'es donc ben fin. Être fin, être fine, c'est être gentil, être sympathique, être aimable. Puis le donc ben, c'est une façon de mettre de l'insistance. Fait que t'es fin, c'est t'es gentil, mais t'es donc ben fin, c'est la coche de plus. C'est Et super. ces deux expressions-là, ils étaient un peu difficiles au début parce que, comme tu as dit, ah ouais, dans les transcriptions, on écrit envoie. Et Mhm. puis, tu as expliqué comment ça a changé avec la prononciation. Et puis, dans ben, j'ai appris donc avec le C qui se prononce et bien au lieu de ben. Donc, c'est- j'ai dû apprendre comment prononcer ces expressions-là. Et ça fait d'autant plus que je les apprécie.
Parce que ça t'a demandé un effort pour les Ouais, maîtriser. ouais. Ah, c'est super. Est-ce qu'il y a une structure ou une expression anglaise qui te manque quand tu parles français? Je te donne un exemple. Moi, quand je parle portugais, j'ai un je te donne un exemple avec le portugais parce que, bon, mon chum est brésilien, puis c'est la langue étrangère que je parle le plus au quotidien. Donc, quand je parle en portugais avec lui, il me manque des petits adverbes comme souvent. En français, on utilise le mot souvent ben, en anglais, vous l'avez aussi, mais en portugais, ça n'existe pas. Ça, faut dire fréquemment, frequentemente, qui c'est super long, puis c'est beaucoup plus formel. Tu sais, il me manque un, Hmm. je, je m'ennuie beaucoup de mon adverbe souvent quand je parle en portugais. Est-ce qu'il y a des mots anglais qui te manquent quand tu parles français? Mais d'abord, comme tu sais, il y a beaucoup d'anglicisme qui est rentré dans le français québécois. Mhm. Donc, il y a peut-être des mots que j'aurais dit, mais qui existent déjà dans le français québécois, comme le fun, c'est le fun. Uh-huh. Mais j'ai pensé à I'm excited, I'm so excited. Euh, je sais qu'on peut dire excité, mais c'est un peu côté sexuel, donc Ouais, ouais, ouais. on essaie d'éviter ça. I'm looking forward to, mais j'aime bien, très très bien, j'ai hâte, j'ai trop hâte, mais c'est un peu différent de I'm looking forward to, mais Ouais. il y a des équivalences, mais et aussi le mot to get en Mm. anglais. Get, on l'utilise partout dans beaucoup d'expressions. Je sais que c'est un peu, ça ressemble un peu à pogner en français québécois ou faire ou d'autres expressions comme ça, mais vraiment, on utilise get beaucoup Mhm. et ça n'existe pas. L'anglais, c'est tellement direct. Souvent, mettons que je vais être dans un moment que j'écoute beaucoup de séries en anglais ou tu sais, que j'ai plus d'anglais qui rentre dans mes oreilles. Je vais avoir tendance beaucoup à utiliser cette langue-là pour c'est tellement direct. En français, j'ai l'impression qu'il faut faire plein de détours, puis que c'est toujours plus long. Puis, tu sais, j'ai étudié en traduction, j'ai travaillé en traduction, puis souvent, une petite phrase dans l'anglais de 5 6 mots, en français, ça en prenait 12 pour dire la même affaire, pour mettre toutes les nuances. En tout cas, bref. J'aime beaucoup l'anglais, justement, pour son straight to the point. Ça s'en va direct, là. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus difficile pour un anglophone par rapport au français en général? Je pense que c'est justement des structures qui existent en français qui n'existent pas en anglais. Par exemple, les pronoms i et en, ça Mhm. n'existe pas en anglais, donc faut faut essayer de une fois qu'on comprend les règles, c'est logique, mais c'est juste quelque chose qui n'existe pas. Aussi, le fait de mettre les compléments d'objet avant le verbe, donc on doit penser avant de dire le verbe, ça m'a causé des ennuis au début. Euh, et puis, d'autres temps de verbes, comme la différence entre le passé composé et l'imparfait. Ben, Mhm. bon, il y a des cas où c'est évident, mais d'autres cas où c'est pas du tout évident. Et aussi, l'indicatif et le subjonctif. Là aussi, il y a des cas où c'est évident, mais d'autres cas où ça pourrait être l'un, ça pourrait être l'autre. En fait, c'est comme un choix personnel. Et Ouais. Ouais, le subjonctif qui n'existe pas en anglais, beaucoup d'anglophones, ils l'utilisent simplement pas, là. Tu sais, je connais des gens, j'ai eu des profs à l'université qui sont des anglophones, des Québécois anglophones. Donc, ils ont toujours entendu le français. Puis, c'est la chose qui, bah, à part l'accent, là, bien sûr, t'entends que sa langue maternelle, c'est l'anglais, il y a un petit accent anglophone, mais c'est l'erreur qui reste. Ils parlent québécois parfaitement, sauf qu'ils oublient de mettre ses verbes au subjonctif. C'est comme, oh, hmm, t'as vendu la mèche, on te reconnaît. Je vais terminer avec cette question-là. Ton français est vraiment excellent, bravo. Puis ton français québécois, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu, puis je pense que je perçois que t'écoutes du québécois depuis quelque temps, plus parce que j'ai vraiment l'impression d'entendre plus de québécisme dans ton vocabulaire. C'est quoi tes ressources? Où est-ce que tu vas pour écouter du québécois ou pour l'apprendre? Qu'est-ce que tu as utilisé comme ressource? bon, j'ai comme toute une liste ici, mais d'abord, c'est un cours que je viens de faire en mode de testeur. Et c'est un très bon cours, je le recommande beaucoup.
Récemment, j'ai découvert l'organisme à but non lucratif, surtout pour les gens qui habitent à Montréal, qui s'appelle la Fondation pour la langue française. OK? À ce que je comprends, son but, c'est de promouvoir la langue française au Canada. Mais ils organisent beaucoup de rencontres pour des allophones en français pour pratiquer le français. Et ça, c'est super. Et j'ai pu assister à ça grâce à la magie de Zoom pendant le confinement. Euh, bon, Fait que c'est des événements live pour parler avec d'autres allophones? oui, oui, c'est ça. Et je ne sais pas qui sont tous les critères. Je sais que c'est pas ouvert, mais c'est vraiment une ressource destinée pour les gens qui viennent de déménager à Montréal, pour euh, les faire aimer le français et l'utiliser le français le plus possible. Donc, Mhm. c'est Ah, c'est très génial. important, oui. Tout le monde, je vais vous mettre les liens des ressources dont il parle dans la description de la vidéo. Et c'est comme une petite blague là, mais un bon VPN, Virtual Private Network, OK? c'est un logiciel qui, je sais pas si tu vas couper ça ou pas, mais c'est qui te fait faire semblant que tu habites à un lieu, que ton ordinateur est localisé à un Oui, oui, certain oui, lieu. oui. Pour avoir accès à Radio-Canada, par exemple, qui est diffusé juste au Canada. Oui, et ça dépend OK. de l'émission aussi. Par exemple, la radio, c'est ouvert partout dans le monde, mais Mhm. ce sont des émissions télévisées. Mais je préfère les émissions télévisées parce qu'il y a des sous-titres pour chaque émission. Je pense que c'est une loi au Canada ou quelque chose comme ça. C'est super d'avoir ces sous-titres. Euh, Justement, parlant de Radio-Canada, ils ont une bonne application mobile qui s'appelle Audio. Mhm. Il y a des livres audio gratuits, des livres audio québécois, et aussi toutes les balados-diffusions et tout ça. Euh, il y a une extension que j'utilise qui s'appelle Language Learning with Netflix. C'est une extension pour Chrome, pour le navigateur Chrome. Et c'est gratuit. Et il y a un premium que tu peux acheter. Mais ça te permet de montrer à la fois les sous-titres en français et en anglais d'une Mm. émission et parfois de, de diviser entre les phrases et puis de mettre sur pause et de cacher la traduction en anglais pour voir si tu comprends bien le OK. français. Super. Il y a déjà, désolé, j'ai toute une liste. Euh, il y a le blog offqc.com. Et ça, c'est bien parce que ça a été écrit par un anglophone. Ouais, c'est ça. C'est vraiment destiné aux anglophones. Ouais. Très pertinent. Il y a le site italki pour trouver des profs québécois Mhm. par visioconférence. Et je travaille avec un prof en ce moment qui s'appelle Hélène Cormier. Euh, il y a bien sûr le dictionnaire Usito de l'Université de Sherbrooke, qui a beaucoup de québécisme. Beaucoup Québécisme. d'articles aussi, hein. Il y a des articles thématiques Hmm. qui sont écrits sur la faune ou la flore ou la culture de la province ici. Ouais, super Ah, bien c'est fait, cool. Usito. C'est fait à l'Université de Sherbrooke, d'ailleurs, Oui, dans ma oui, oui. ville. Oui, ils l'ont rendu gratuit il y a 2 ans, quelque chose comme Ouais, ça. ouais. C'était énorme. Euh, et mes autres dictionnaires préférés, c'est Wiktionnaire, Languet et Reverso Context, parce qu'il met des phrases entières avec le Mhm. contexte pour la traduction. Et en plus, les créateurs créatifs YouTube aussi, avec les bonnes vidéos de l'instruction et d'information, ça aide beaucoup. Avec les sous-titres aussi. Super. Hey, merci, mon Dieu, quelle mine d'or de renseignements et d'applications puis de ressources. Je vais toutes vous mettre ça encore une fois dans la description. Merci beaucoup, Brian, pour cette entrevue. C'est super cool. C'est vraiment contente de reparler avec toi, d'avoir l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ton parcours. C'est super intéressant. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci à toi, Geneviève.
Et voilà, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs ressources super intéressantes, hein? Bien sûr, tous les liens vont être dans la description de la vidéo. Je remercie chaleureusement mes premiers abonnés Patreon, Philippe Podolski et Wayne Pierce. Si vous êtes intéressé à devenir contributeur, le lien est dans la description. J'espère que la capsule vous a plu. Si oui, mettez un like, partagez, commentez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye!